Il s'appelle Wourad, c'est mon double. C'est un mec un peu paumé qui se dit ce soir je sors et ce soir je vais ken quoi. C'est ce qu'il se dit clairement le gars. Et il s'avère que il va tomber sur une fille et ça va pas se passer comme prévu. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. On va parler de mon coup de cœur de l'année. Jusqu'à présent, mon invité s'appelle Mourad Winter. On dit Winter. Winter, ouais, comme Ophélie en fait. Comme Ophélie, tout pareil. Vous êtes auteur, stand-upper, vous tournez votre propre spectacle. En ce moment, c'est un peu à l'arrêt. Ouais. Il s'appelle La fin du monde. Exactement. Et vous êtes en train de travailler sur l'écriture de 2 longs métrages ainsi qu'une série. Une série sous quel format ? Série, format, durée de 26 minutes. Ça, en gros, ça va être, c'est l'histoire d'un stand-upper un peu connard qui se retrouve à tirer un petit peu sur tout le monde pour réussir, quoi. Je vous ai demandé une bio parce qu'il y a très peu de choses sur vous en fait. Ouais, bien carrément. C'est incroyable. C'est rare de recevoir des gens dont on ne sait absolument rien. Ouais, en gros, concrètement, j'ai pas été super exposé jusqu'à présent. J'ai beaucoup été bossé en tant qu'auteur. Ghostwriter. Ouais, exactement, c'est ça. Pendant plusieurs années, j'étais en télé, je bossais vraiment derrière, et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Et j'ai testé le stand-up, l'écriture de mon premier roman, justement. Et puis, ça a commencé à prendre, et ça commence vraiment à prendre là. Comment on appelle ce que vous faites là ? Je disais ghostwriter, parce que Ghostwriter, c'était plume. Hein, en fait, on disait ça, mais... Ouais, c'est à peu près ça. Plume. Non, on va dire auteur. Voilà. Clairement. Vous avez écrit pour qui ? J'ai écrit pour plusieurs humoristes qui ont pas percé. Du coup, ça sert peut-être à rien. Mais là, actuellement, je bosse beaucoup avec Malik Bentala. Et puis sinon, c'est en télé, quoi. Sinon, ça a été beaucoup en télé. Mais c'est-à-dire en télé ? TPMP, Danse avec les stars. J'ai bossé aussi sur W9. Donc, en tant qu'auteur ? En tant qu'auteur, exactement. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est écrire les vannes. C'est ça, c'est simple. C'est trouver des angles de vannes sur des thèmes qui sont pas forcément drôles et essayer de les rendre drôles, quoi. Donc ça, mais vous écrivez les vannes de qui ? Ça peut être Camille Combal par exemple sur Danse avec les stars. Ça peut être aussi trouver des axes de vannes sur des vidéos, prendre des vidéos pas forcément drôles de l'émission et les détourner. C'est tout un travail, quoi. D'accord. Là, vous êtes en train de nous dire que les gens qui passent à la télévision, je fais le bête en fait, que les gens qui passent à la télévision, ils ont des gens qui leur écrivent leurs vannes et ce qu'ils disent. Pas forcément. Non, pas dire ce que j'ai pas dit. Non, pas forcément, mais c'est vrai que il y a un travail en amont, quoi. Donc, faut vraiment préparer la séquence et par exemple un chroniqueur comme Camille Combal quand il était à TPMP. C'est 8 minutes, 10 minutes de chronique, donc forcément derrière il y a des images, il y a tout un process. D'accord. Et donc, il y a des auteurs. Voilà, bon, aux États-Unis, il y en a beaucoup plus. Hein, et ils sont arrivés avant, mais quand on voit tous les talk-shows, il y a des équipes d'auteurs. C'est une culture là-bas. Ouais. Il y a une culture de l'auteur. Et puis, c'est assez bien... c'est bien vu en France. Quand on apprend qu'un humoriste a un auteur, on a l'impression qu'il a trahi la France. Alors qu'en fait... Ou un animateur de télé. Oui, ou un animateur télé. En fait, il y a toujours eu ça, quoi. Ça a toujours existé. Après, c'est pas aussi autant développé qu'aux États-Unis, quoi. Non. Non. Pour moi, les auteurs aussi, c'est contemporain du prompteur. Mais longtemps, la télévision était en direct, mais sans prompteur. Oui. Les gens avaient des fiches. Oui, c'est ça. Maintenant, même les fiches, elles sont écrites par qui ? Par des auteurs aussi. Il faut que je change de métier. Non, moi, j'ai pas d'auteur. Vous publiez votre premier roman, L'amour, c'est surcoté, chez Robert Laffont. C'est l'amour qui est surcoté ou le sexe ? On va dire qu'il faut le lire. Je peux pas spoiler. Voilà, tu vois. C'est que je peux pas spoiler. Là, on va devoir faire 1 heure d'émission, ouais, sans dire de quoi ça parle, c'est ça ? Non, ça parle en gros, clairement. C'est un mec un peu paumé qui un soir. Votre double s'appelle comment ? Il s'appelle Wourad. C'est mon double, mais c'est parce que je pars du principe. J'ai envie d'écrire plusieurs bouquins et j'ai envie que ça soit toujours ce personnage-là. Ça sera jamais le même, mais ça sera ce personnage-là. D'accord. Donc ça sera ce prénom-là à chaque fois. Wourad Minter. Voilà, et ça peut être un mec, ça peut être une nana, même la nana s'appellera Wourad Minter. Donc c'est un parti pris, c'est un petit délire, voilà, que je me suis fait. Bon, c'est bien. On est prévenu. Ouais, voilà, maintenant tout le monde est prévenu. Et du coup, en gros, l'idée c'est que c'est un personnage qui se dit ce soir, je sors et ce soir,
bah, je vais ken, quoi. C'est ce qui se dit clairement, le gars. Et, alors attendez, je préviens. Alors la réalisation, oui, voilà. je préviens parce que c'est une émission grand public. Oui, voilà. Oui, mais alors donc il prévoit de faire comme vous avez dit, de copuler. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il s'avère que il va tomber sur une fille et ça va pas se passer comme prévu. Quoi. Sauf que dans le livre, c'est pas copulé, hein, c'est comme vous avez dit. Oui, avant. voilà. Bon, Et tout est écrit comme ça. Exactement. Faut penser aux dinosaures comme moi. J'ai lu votre livre avec un traducteur. Bah, alors, ce qui s'est passé, c'est que, oui. pareillement, au début, je me suis dit que ça allait être compliqué de réussir à trouver une maison d'édition via l'écriture. Et puis un jour, je l'ai envoyé, parce que mon agent est assez proche de Philippe Geluc, et j'ai envoyé à Philippe Geluc. Alors, Philippe Geluc, c'est le chat. Exactement. C'est le papa du chat. Exactement. Et qui est... Moi, je comprends tout. Philippe Geluc, oui, mais voilà, je lis, je comprends. Et Philippe Geluc a adoré. Et à partir de là, je me suis dit qu'en fait... que si Geluc adore... Ouais. J'ai quand même cherché, parce que j'ai beaucoup de références, mais je les ai pas toutes. Hein. Bon, Imen est sur le canapé et fait crari. Alors faire crari... Non, faire semblant. Voilà, c'est faire semblant. Oui, exactement. Mais faire... tout le monde le savait ou il y a que moi qui ne savais pas? Ouais. Non, je ne savais pas. Non. Fatima Zora, vous ne saviez pas. Bon, faire crari. Bon, c'est dérivé de la technique dite de l'indifférence. Fesse Mathieu. Un mec qui est Fesse Mathieu. Alors, franchement, Fesse Mathieu, je vais vous dire, c'est pas de la génération crari. Oui, voilà. Mais Fesse Mathieu... Je vous fais pas une conférence dessus. Mais clairement, mais en gros, c'est ce que j'ai essayé de trouver dans mon écriture, c'est d'essayer d'aller sur les deux bords, aller choper des termes qui sont assez contemporains et des termes qui sont totalement désuets. Comment il dit, voilà, c'est les termes macroniens. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Surannée. Donc, pour tout le monde, Fesse Mathieu, c'est un gripsou. C'est un radin. Exactement. C'est ça. Et c'est ça. Vous diriez comment? Un crevard. Oui, ça aurait été ça. Enfin, je veux dire, il y a 200 ans, on aurait dit un Fesse Mathieu, c'est un crevard, quoi. Ouais. Alors, il y a Charot. Bon, alors, tout le monde sait ce que c'est un Charot. Celui-là, maintenant, Charot, Charclot. Mais moi, Charot, je savais pas. Hein, mais donc, tout le monde sait. Moi, je savais pas. Charot, quand même. Enfin, il y en a plein d'autres. Guélan. Ouais, mais c'est ça. Bref, en fait, c'est. Enfin, bon, moi, je me suis éclaté. Je me suis beaucoup amusé. J'ai appris beaucoup de mots. J'ai beaucoup gagné, en fait. Hein. Ok. Mais effectivement, la maison d'édition. L'éditrice, quand elle a lu ça, elle a dû avoir mal aux yeux. En fait, c'est encore plus étonnant parce qu'en gros, moi, je me suis retrouvé à envoyer le texte, j'avais que 30 pages. J'avais envoyé 30 pages Je rencontre un ami qui me dit il faut absolument que je te présente une personne qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui s'appelle Elisabeth Samama. Et je lui ai envoyé, et le lendemain retour, qui me dit c'est génial, il faut que je te présente à Sophie Charnevel qui est chez Lafon, et du coup ça s'est fait super rapidement et c'était sur 30 pages, et au début je me suis dit ouais, ça va quand même vite, est-ce qu'ils ont vraiment compris tout ce que je raconte? Et en gros non, ils ont, tout le monde a capté, et puis bon, il y a une recherche de termes à ce moment-là. Faut aller sur Google, quoi. Et puis j'ai préféré continuer sur cette voie-là, et puis c'est un peu on va pas dire ma marque de fabrique, mais ouais, j'aime bien. Bon, alors c'est un roman d'amour. Ouais. Là, ça spoil pas si on dit que ça. Oui, non, on est clairement là-dedans. On dit. De toute façon, le titre, l'amour c'est surcoté, c'est pas un truc sur la F1, quoi. Donc, c'est pas évident que ce soit un roman d'amour. Hein. C'est crescendo. Hein, il faut le lire. Ouais, il faut le lire. Faut pas s'arrêter au bout de 10 pages, quoi. C'est écrit comme une série, en fait. Hein. Donc il y a 4 saisons. Ouais. C'est ça. En fonction des événements du bouquin, c'est assez feuilletonnant. Donc il se passe assez. Chaque épisode, généralement, il se passe quelque chose qui amène à l'épisode suivant. Ouais. Et là, ce qui est incroyable, c'est que vous tenez 300 pages. Parce qu'au début, vous vous dites, bon, le gars, il va tenir 50 pages. Mais j'en avais 500. Non, mais je vous dis, le gars, il va tenir, à ce rythme-là, il va tenir 50 pages. Sauf que c'est à ce rythme-là pendant 300 pages. Ah ouais. Vous avez de l'entraînement. En fait, ça fait 15 ans que j'écris. Clairement, j'ai commencé à écrire il y a vraiment 15 ans, des petites notes par-ci par-là. J'ai toujours été dans l'humour. J'ai vraiment fait que ça. Vous gardez tout? Comment ça? Les petites notes, ce que vous recherchez, tout ça? Ouais, tout le temps. En plus, maintenant. Je me demandais si vous aviez quand même un cahier ou quelque chose où vous répertoriez, par exemple, une accroche, un mot ou un truc comme ça. Des fois, mais par exemple, hier, je regardais un dessin animé avec mes enfants. Il y avait un requin qui parlait et qui a sorti une expression, et je me suis dit, celle-là, elle est pas mal. Du coup, en gros, je prends et puis maintenant, avec les drives et les notes sur les téléphones, c'est super facile. Donc, dès que j'entends. Vous stockez, en fait. Ouais, je stocke. Et en fonction de ce que j'ai stocké, je vois où est-ce que je peux aller. Des fois, je peux avoir une situation donnée,
et essayer d'intégrer tel ou tel terme. Puis après, il y a du rythme, il y a tout ça. C'est super compliqué, quoi. Il y a du rythme, il y a une histoire. Ouais. Souvent dans les romans, il n'y a pas forcément d'histoire. Donc là, il y a une histoire, il y a plein de rebondissements. Vous saviez où vous alliez ou pas? Pas du tout. Ou chaque jour... Mais alors, c'est là où c'est marrant, c'est que justement, quand je signe avec Lafon sur 30 pages et qu'on me dit il va falloir livrer un vrai roman, quoi. Si tu peux arriver à 300 pages, c'est cool. Là, je me dis ah ouais, ça risque d'être chaud parce que je sais pas où je vais. Mais dans le fond, j'ai juste la fin. La fin, elle est dans ma tête, mais je sais pas comment arriver à la fin, avec la phrase et tout. Exactement. D'accord. Okay. Je sais exactement la fin, comment je veux partir. Et après, je tricote, quoi. To be continued. Exactement. C'est ça. Bon, alors, on peut dire quand même que Ourad est un gars qui souffre du syndrome de l'Algérien. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'Algérien? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez la gentillesse de définir pour nous? Est-ce que vous-même, vous êtes concerné par ce syndrome? Mais moi je suis à moitié algérien. Et du coup, je suis clairement conscient que je fais partie du problème et de l'équation. En gros, c'est d'avoir souvent, voire toujours raison. Et j'ai ma femme qui est marocaine et qui me le dit souvent. Elle me dit, on voit vraiment que tu es algérien parce que t'as toujours raison. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas faux. Donc j'ai fouillé un peu à droite à gauche et en regardant mes proches, ma famille, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui nous liait. Qui lie les Algériens, c'est d'avoir raison, tout simplement. Donc oui, c'est ça pour moi le syndrome de l'Algérie. Ça sert à rien d'insister, lever le pied. Oui, voilà. C'est le postulat. Faut accepter et puis l'Algérien généralement il va au début il va dire oui c'est bon j'ai raison et puis au bout de 2-3 jours il va un peu lâcher l'affaire mais ça voudra dire non en fait j'avais tort mais il te le dira pas. Est-ce que vous pensez que c'est un livre qui a été écrit pour un lectorat de droite? Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Par contre, plusieurs fois, je crois que. Je ne sais pas. Je vous interroge. Est-ce que vous sentez que c'est un livre sur lequel les adhérents au Rassemblement National vont se retrouver? Est-ce que vous avez pensé à eux? Alors, clairement, j'ai pas pensé à eux. Non. Clairement, j'ai pas pensé à eux parce que je pense pas beaucoup à eux, mais ça peut les intéresser. Parce que moi, je pars du principe qu'on est tous un peu, des connards et que mais il faut savoir, il faut en être conscient et je pense que ça peut intéresser et ça peut, c'est pas excluant. Mon but c'était pas d'exclure un électorat ciblé quoi. Ouais, mais c'est peut-être aussi quand même grâce à une punchline qui se réfère au RN, au Rassemblement National, qu'il comprend qu'il est amoureux. Donc quand même, il y a une référence au RN. Oui. Je voudrais pas dire que... Quand même, ça peut être comme ça qu'on se rend compte qu'on est amoureux. Oui, c'est possible. Voilà, vous retenez son nom, il s'appelle Mourad Winter, c'est notre invité aujourd'hui. Il est auteur et stand-upper et il vient parler de son premier roman, ça s'appelle L'amour c'est surcoté chez Robert Laffont. Un roman qui capte l'époque, comme on dit. C'est l'amour aujourd'hui, finalement, sur cette génération qu'on ne connaît pas forcément. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire sur l'amour aujourd'hui, sur la façon dont on se rencontre aujourd'hui, la façon dont on s'aime, la façon dont on vit la différence aussi? En fait, moi, je suis pas rentré trop dans cette époque parce que je me suis marié assez jeune. J'ai rencontré ma femme il y a un moment et du coup, j'ai pas eu, par exemple, l'époque Tinder, tout ça. Moi, j'ai pas connu. Du coup, quel âge vous avez en fait? Moi, j'ai 34 ans. D'accord. Donc Mourad, il a 27 ans. Exactement. C'est pas moi, par contre. Non, mais j'ai essayé de vous dater par rapport aux références que vous avez, par exemple, aux références télé. Par exemple, j'ai dit Paris dernière. Il a quel âge? Les Nuls. Ouais, par exemple, Les Nuls. Ouais. C'est une référence assez limite pour votre âge. Ouais, carrément. Mais bon, comme je dis, moi, j'ai toujours travaillé dans l'humour. Ça fait 15 ans que je suis dedans. Du coup, toutes ces références, je les ai. Moi, je suis un grand fan des Inconnus. D'accord, ouais. Moi, vraiment, c'est ça mes références. Quand j'étais gamin, à la maison, on avait des cassettes des Inconnus qu'on se passait en boucle avec mes frères et ma sœur. Et du coup, j'ai vraiment grandi dans cet environnement. Donc pour moi, c'est assez normal de parler de ça. Mais oui, j'ai le perso principal, il est un peu plus jeune que moi, quoi. D'accord. Donc cette époque que vous décrivez, mais qui est vraiment celle d'aujourd'hui, c'est pas une époque que vous avez vécue? Non, pas. En fait, je suis dedans, mais je l'ai pas vécu parce que je me suis, comme je disais, je me suis marié assez vite, assez tôt, et en gros, moi, je savais déjà où est-ce que je voulais aller. Donc moi, c'est la période Tinder, les sites de rencontres, tout ça, j'ai pas connu, quoi.
J'ai pas connu. Du coup, maintenant, quand je parle avec des plus jeunes, il y a 10 ans, c'est vrai qu'il y a 10 enfin si, il y a 10 ans, ça n'existait pas en application. C'était le tout début. Ouais, voilà, il n'y avait pas l'application, c'était le tout début, donc ça n'avait rien à voir. Il y avait des sites de rencontres, mais il n'y avait pas les gens naturellement, ils allaient sur les sites de rencontres et ça parlait de se rencontrer, fonder un couple, quoi. Maintenant, il y a maintenant, enfin, je veux dire, pas besoin, quoi. On sait clairement, tu vas sur telle application, tu sais clairement que. Vous dites quand vous voulez dire le mot magique, vous dites. Lequel ? Pourquoi les gens veulent se rencontrer ? Pour Ken. Voilà. D'accord. Bon, en gros, je vous explique. À la base, le titre, ça devait être 30 jours pour la Ken. Ça devait être ça. Alors, c'est un peu le teasing de votre livre. Oui, hein, voilà. C'est pour ça que je l'ai mis dans la 4e de couverture. Mais ouais, ça devait être ça le titre. Et puis bon, c'était plus pour attirer les maisons d'édition, pour qu'ils se disent ah tiens, je voudrais bien voir ce qu'il raconte ce mec-là. Mais puis après, bon, je savais qu'on allait changer, quoi. Et donc, mais ils n'ont pas voulu. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu prendre le risque ? Non, pas du tout. Franchement, Lafon, ils ont été formidables là-dessus parce qu'en gros, j'avais la possibilité de faire ce que je voulais, quoi. Même sur le titre ou sur ce que j'écrivais, j'ai pas eu de limite. Et c'est plus moi par rapport à mes parents, en fait. Je me suis dit, je peux pas. Là, c'est mort pour vos parents. Là, vous pouviez y aller. Au point où vous en êtes. Non, mais là, je suis mal. Là, je suis super mal. Là. Non, parce qu'en plus, Wourad, il a des problèmes anatomiques, donc c'est mort. Oui, non, mais c'est un détraqué sexuel. On le voit très bien pendant tout le bouquin. Mais on ne sait pas ce qui relève du fantasme du réel détraquage, en fait. Ouais, en gros, on est dans la tête d'un mec. Voilà, ouais. On est dans la tête d'un gars, et je pense que c'est pour ça que c'est un bouquin qui, en gros, moi, au tout début, j'avais commencé à l'écrire, c'était sur Instagram. J'avais un compte Insta, je mettais tous les jours une petite à peu près 10 pages d'écriture et au bout de 10 jours j'ai pris je crois 2500 3000 personnes et là j'ai arrêté tout court. Je me suis dit oula, il y a moyen de faire quelque chose, visiblement ça intéresse les gens, et je me suis rendu compte que j'avais 70% de filles, quoi. Et là je me suis dit ah oui, donc ça intéressait les filles d'être dans la tête d'un mec. Et donc, et de là est venue l'idée d'écrire le bouquin, quoi. Et inversement, ça intéresse les gars d'être dans le... Enfin, ouais, filles, mais surtout, mais j'ai eu ce problème-là aussi. Parce que j'ai vu une maison d'édition qui justement a lu le bouquin avant Lafon et qui était super intéressée, mais qui me disait voilà, nous on veut aussi, on trouve que des fois ça peut être un peu clivant. Et moi j'avais eu l'idée, je me suis dit à ce moment-là je peux faire 2 livres dans un. Premier livre, à savoir on est dans la tête de Wourad, et deuxième livre on est dans la tête d'Imen. Imen, c'est la fiancée. Exactement. C'est un drôle de prénom finalement. Non, ça va. C'est vrai ? Non, ça va. Et du coup, je commence à écrire. Et là, je me rends compte que j'y arrive pas du tout. En fait, me mettre à la place d'une nana, c'était pas possible. Parce que j'ai commencé à penser comme un mec. Non, mais je te jure, je pensais comme un mec. Qui était dans la peau d'une nana. Dans la peau d'une nana. Ouais. Et là, je me suis rendu compte, mais jamais une nana, elle se comporte comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais pas le faire. Et donc, avec cette maison d'édition, je leur ai dit non, ça va pas être possible. Voilà, je me sens pas légitime. Voilà, la vérité, c'est ça. Je me sentais pas légitime de me mettre dans la peau d'une fille qui écrit à première personne, quoi. Ouais, mais ça, c'est des questions de stéréotypes, au fond. Ouais, clairement. Mais c'est juste que, en fait, c'est surtout que je me suis dit à un moment donné, ouais, mais ça se trouve, j'ai rien compris aux meufs. Et du coup, j'ai préféré arrêter plutôt que me rendre compte que j'avais rien compris aux meufs depuis le début, quoi. Je préfère croire que ça va, en fait, je gère bien. Alors, Wourad, à chaque fois qu'il faut éviter de faire une vanne, ils se sont obligés de la faire. Ouais. Est-ce que vous, c'est votre cas ? Forcément, de dire que c'est parce que c'est une vague interdite qu'il faut la faire. Et est-ce que clairement aujourd'hui on est dans une époque où il faut éviter certaines vannes ? Ouais, clairement. Mais clairement, en fait, comme je disais, moi j'ai grandi dans une époque entre guillemets. Nous, on est une génération un peu bizarre. On a connu avant Internet et après Internet, on a connu la vie sans téléphone et la vie avec les téléphones. Du coup, c'est d'autres fonctionnements, d'autres mécanismes. On a connu l'humour des inconnus et l'humour de maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait presque tout dire. Maintenant, on peut plus trop. Je vais pas rentrer dans le cliché. Oui, aujourd'hui, on peut plus rien dire. Pas du tout. Je dis juste que il y a des vannes qui, à mes yeux, à partir du moment où tu pars du principe que toi, t'es pas mal intentionné, tu peux la faire. Et j'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours procédé comme ça. Oui, les actes ne valent que par les intentions. Exactement. Et les gens, que je côtoie me connaissent et savent que je suis pas mal intentionné. Donc c'est que de la vanne. Donc oui, je suis un peu ce personnage là-dessus. Je suis un peu ce personnage dans le sens où j'estime que dès qu'il y a une vanne, faut pas la faire. Ouais. Ah, ça me titille. Lui, il peut pas laisser une belle occasion de faire une vanne. Ouais, parce que c'est aussi même si elle est borderline. Mais c'est sa façon à lui de s'exprimer. C'est sa façon aussi d'être aimé, d'être regardé,
attirer l'attention. C'est aussi ça. Mais après, le personnage, c'est clairement quelqu'un qui en manque d'affection. Ouais. Vous êtes un sniper, c'est ce qu'on Ouais. vous définissez comme dans les héritiers de Laurent Baffy. Mais est-ce que clairement, il y a des sujets sur lesquels vous vous interdisez d'aller Est-ce que par exemple, est-ce que vous faites des blagues sur les Marocains, des blagues sur les Oui. sur Jean-François Copé? Je prends des sujets complètement improbables. Non, mais alors copier ce que je lui mets dans le livre. Non, mais je rigole. C'est de l'acharnement. Non, Franchement, mais, des fois, je m'en mais veux. par exemple, est-ce que vous vous posez la question de dire ouais, mais ça, je peux pas le faire parce que les Marocains, ils vont me dire ça. Si je fais ça sur les... ils vont me dire ça. Non, pas du tout. Donc, il n'y a pas de censure, en fait. Il n'y a pas de censure parce que je sais qui je suis. Après, les autres ne savent pas forcément, mais à partir du moment où moi je sais que je suis pas mal intentionné, j'ai pas de censure là-dessus. Même des vannes qui moi-même à l'heure actuelle commencent à me... Enfin, je suis assez réfractaire. Par exemple, moi, tout ce qui est vanne pédophile, j'y arrive plus maintenant. Avant, ça me faisait beaucoup rire. Maintenant, j'ai des enfants, j'y arrive plus du tout. Voilà, Donc là, vous avez posé votre limite, clairement. Ouais, j'ai un blocage dessus, Ouais. je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a des vannes qui sont vraiment très bonnes, que je vois sur Twitter tous les jours, mais je sais pas, j'arrive plus. Voilà. Donc c'est devenu ma limite, mais je pars pas du principe que comme c'est ma limite, ça doit être la limite des autres. Voilà, c'est ma limite à moi, c'est personnel. Et si c'est une vanne me plaît pas pour tel ou tel sujet, bah c'est la vie, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pire. Hein. Dans le livre, est-ce que l'éditeur a dit, bon, attention, vas-y, mollo là-dessus? Pas du tout. Peut-être ça, on va l'enlever. Non, pas du tout. Ça va froisser les âmes sensibles. Ouais, mais j'ai eu peur de ça. Je vais pas vous mentir, j'ai eu peur de ça au début. Mais je me suis dit, bon, bah, envoie tout. Franchement, j'ai lâché les chevaux, j'ai mis toutes les vannes que j'avais envie de mettre. Et vraiment, les seuls points où on m'a dit faut y aller mollo, c'est plus sur le rythme en termes de vannes. Des fois, il y avait trop de vannes. Des fois, c'était... Parce que comme j'ai une écriture beaucoup stand-up, ça veut dire que j'ai l'habitude de devoir mettre beaucoup de rythme dans ce que j'écris. Et là, ça s'enchaîne. Mais c'est vrai que ça s'enchaîne. Ouais, ça s'enchaîne. Ouais. Et des fois, il faut respirer, quoi. Ouais. Et c'est là où Elisabeth, la personne qui m'accompagnait justement sur le projet, m'a beaucoup aidé là-dessus. Parce que bon, moi, je connaissais pas forcément l'écriture, parce que j'avais jamais écrit de bouquin. Et elle m'a aidé à essayer de mettre un peu plus de temps de repos, quoi. Les questions d'identité sont quand même très présentes dans votre livre. Comment est-ce que vous avez décidé de les aborder? Questions d'identité, les questions de genre, Alors, c'est les questions de préjugés. Est-ce que ça c'est quelque chose dont vous êtes conscient ou ça s'est fait comme ça? Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça secoue actuellement la société et je vois beaucoup de personnes qui s'offusquent de tout et de rien. Du coup, automatiquement, comme je disais, ça m'excite. J'ai envie d'y aller. Plus je vois que les gens ont peur de parler d'un sujet, j'ai vraiment envie d'y aller. Et clairement, moi, aborder la question des genres, par exemple. Ouais, par exemple, ça. Et de la définition du genre qu'on a, enfin, bon, carrément, qui n'est pas un sujet facile à aborder en roman, surtout humoristique. Oui, clairement. Je sais très bien. Mais il y avait aussi ça. J'avais aussi peur de ça, peur de me retrouver avec un lobby féministe ou trans qui me tape dessus parce que je vais faire 2-3 vannes sur justement tel ou tel genre. Donc moi je me suis pas là-dessus, je me suis assez lâché. J'ai fait les vannes que je voulais faire, mais en même temps les gens qui lisent le bouquin sont conscients que le personnage est comme ça et il est comme ça parce qu'il ne connaît pas. Donc il peut moi quand j'ai écrit ce bouquin, je me suis vu quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans, je n'étais jamais sorti de Paris, à part pour aller en vacances au bled. Je connaissais pas. C'était où les vacances au bled? Maroc. C'était chez ma mère au Maroc. Généralement. Donc votre mère est marocaine et votre mon père est algérien. D'accord. Et généralement, alors, voilà. Ou d'Algérie ou du Maroc? Comment? C'est pour dresser la carte là. Des infos. Ma mère Casa, mon père Alger. D'accord. Mon père Alger. Donc c'était une année chez l'un, une année chez l'autre, ou c'était que Maroc? Non, même pas, c'était que Maroc. Parce que je sais pas, moi c'était cool le Maroc. Donc non, on est resté sur le Maroc. C'était mieux pour les vacances, Casa? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que il y a le côté. C'est un peu plus touristique, on va dire, le Maroc. Donc c'était un peu plus facile. Et puis bon, on était plus proche de notre mère quand on était gamin, quoi, ce qui est un peu normal. Donc, puis mon père, il partait pas en vacances. Ouais, mon père, il travaillait, quoi. Donc il nous envoyait au bled, au Maroc, et puis voilà, quoi. C'était quoi comme milieu? Votre père, il faisait quoi dans la vie? Mon père avait un café. Ouais, moi j'ai grandi au-dessus d'un bar PMU, quoi. Où ça? À Ivry, pas très loin en plus. À Ivry? Ouais, à Ivry-sur-Seine. Ouais. Bar PMU? Ah ouais, carrément. J'ai grandi au-dessus d'un café, bar Kabyle, quoi. Classique. Donc. Mais cette génération, on les voit plus. Hein. Il y avait encore quelques quartiers à Paris où il y avait quelques cafés tenus par les Kabyles, mais c'est fini. Ouais, c'est fini ça. Je crois que même début 2000, ça a commencé à. Ils ont tous fermé. Non, quoi. non. Le bar PMU, il y en a un peu. Ouais, il y en a un peu, mais avant, il y avait quoi? Les Aveyronais,
Ouais, c'est ça. Voilà, et les Kabyles. Ouais, bah maintenant c'est un peu tout le monde. Tout le monde a un café, quoi. Il n'y a plus ce truc-là. Je crois qu'il y avait une histoire de licence ou un truc comme ça. Hein. Je crois qu'ils avaient une facilité sur les licences, sur la licence 4 ou bref. Bon. Ça n'a rien à voir avec le bouquin. Donc finalement, non, il faut gratter de l'info. Donc en fait, finalement, vous avez grandi au-dessus du beurre. Ouais, moi j'ai grandi en fait, j'ai grandi à Ivry et en gros, j'étais dans au-dessus du café de mon père, on vivait là et puis je vivais aussi chez ma grand-mère qui était à Alfortville. Donc, oui, franchement, c'était pas très loin. C'est à côté. Vous avez vécu dans le 9-4. Hein. Ouais, moi je suis vraiment un pur produit du 9-4. Donc là, vous êtes de l'autre côté du miroir. Je reçois Mourad Winter, aujourd'hui auteur, stand-upper, et qui publie son premier roman, L'amour c'est surcoté, chez Robert Laffont, qui sera disponible dans le courant de la semaine prochaine. Gros coup de cœur, 300 pages, ça se lit très très vite. Même si je me demande si il faudrait peut-être pas en lire un épisode par jour. Alors, vous voyez, quand je l'ai écrit, moi, c'était ça le but. C'était ça le but. Ouais, en fait, au début, je l'écrivais sur Instagram, comme je disais, et je mettais un épisode par jour. Donc, il y avait la limite de mettre 10 photos, donc je mettais 10 photos avec du texte, et du coup, je mettais un par jour, et ça m'avait mis une discipline. Donc, ouais, c'était à peu près ça l'idée. Et puis au fur et à mesure, là, en l'écrivant réellement pour Laffont, j'ai dû rajouter, j'ai commencé à un peu plus gratter, donc il y a des épisodes, moi je pense que c'est compliqué de lire un épisode par jour. Je pense que on a quand même envie de voir ce qui se passe sur l'épisode d'après. Donc un par jour, franchement, surtout si un épisode il fait 3 pages, ouais, ça peut être un peu frustrant. Et qu'est-ce qui a déterminé que vous passiez, parce qu'il y a 4 saisons, hein, clairement, qu'est-ce qui a déterminé le passage d'une saison à une autre ? Les événements. C'est les événements qui m'ont permis de réaliser qu'il se passait quelque chose de nouveau dans sa relation avec cette fille, avec Imen. Donc là, ça nécessité un changement de... Exactement, ouais. Il y a une punchline dans le livre, hein, sans l'autotune. Il y aurait vachement plus de chauffeurs Uber robeux. Ouais, mais oui. Mais oui, c'est quelque chose que je pense. Je pense que le rap... il y a beaucoup de rappeurs actuellement qui sont servis de l'autotune pour faire carrière et qui n'étaient pas forcément doués. Du coup, ouais, c'est une petite vanne, quoi. C'est la première fois, enfin, il n'y a pas tant d'exemples de gens, on va dire, je vais mettre des guillemets, issus de l'immigration qui parlent autant de sexe que vous en parlez dans votre livre. Ouais, Est-ce que ça veut dire que vous, d'une certaine façon, il n'y a pas de tabou chez vous ? Si. En fait, moi, clairement, j'ai des tabous, même sur scène. Quand je joue mon spectacle, il y a pas très peu de sexe. Mais dans l'écriture, j'ai trouvé que ça serait mentir que de pas en parler. Parce que là, on est clairement dans la tête, c'est une voix off. Oui, parce que la plupart des gens ne diraient jamais ça entre copains. Bah oui, mais clairement, et même là, quand on lit le bouquin, on est vraiment dans sa tête, le gars. C'est pas du tout des discussions qu'il a avec... Bon, il y a des textos, enfin, il y a des WhatsApp. Mais c'est avec des potes. Mais généralement... Avec Hamid, par exemple, c'est chaud. Ouais, avec Hamid, c'est quelque chose. C'est un sacré personnage, Hamid aussi. Ouais, c'est chaud quand même. Complexe, le gars, ouais. Ouais, non, super intéressant. Vraiment, c'est un personnage... Mais on n'est pas habitué, vous voyez, en littérature, à ça. Alors, si, quand même. Après, de mecs venant de l'immigration, je sais pas. Franchement, je vais pas vous mentir. Il y a toujours, vous parliez de vos parents tout à l'heure, il y a toujours la peur du qu'en dira-t-on, la peur de s'afficher. Mais dans le bouquin, justement, il y a ça. Il a cette pudeur avec ses parents qui intervient, je crois que c'est vers le milieu du bouquin. Il a cette pudeur avec ses parents et on se rend compte que il a peur de rien sauf de ses parents, quoi. C'est la seule barrière qu'il a. Et moi aussi, je l'ai aussi, ce truc-là. Comme je dis, moi, ce personnage, c'est pas moi. Inzaghi et MacLeod. Ouais, et puis... MacLeod, c'est la mère. Hein. Et Inzaghi ou Pirlo. Pirlo, la mère, et Inzaghi, c'est le père qui... Je sais qu'elle a été surnommée MacLeod, non, la mère? Ouais, à un moment donné... Mais ouais. Inzaghi, c'est le père, ouais. Inzaghi, c'est le père, c'est le mec qui reste devant, qui redescend jamais pour défendre, quoi. Élevé à la tripe de mouton. Ouais. Putain, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Ça vous rappelle des souvenirs? Ouais, non, mais moi, ça me dérangeait, ça. La tripe de mouton, ça me dérangeait de fou quand j'étais gamin. C'est l'odeur et tout. Je sais pas comment mes parents faisaient pour manger ça, quoi. Vraiment, respect. Et même aujourd'hui, vous n'avez pas cette nostalgie, et vous n'êtes pas revenu à... Non, moi, c'est un traumatisme, ça. Ça, la tripe de mouton, c'est un traumatisme, c'est pas possible. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse avaler ça. Pour moi, c'est vraiment un traumatisme. Après, par contre, oui, non, il y a des plats vraiment d'enfance qui me tiennent à cœur, bien sûr. Enfin, je veux dire, le tagine, le couscous, moi, c'est mes classiques. Mais en même temps, comme je dis, moi, j'ai grandi au-dessus d'un café.
C'est-à-dire que moi, il y avait aussi bœuf bourguignon et de la blanquette de veau. Donc j'ai grandi un petit peu avec ce double truc, quoi. Il y avait ce qu'on servait en salle et puis il y avait la cuisine. Ouais, c'est ça. Bah, généralement, c'était la même cuisine. Donc du coup, un jour sur deux, c'était un plat rebeu ou plat typiquement français, quoi. Donc ouais, non, j'ai eu cette double culture, entre guillemets. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Ça s'est fait tout seul, en fait. Ça s'est fait tout seul. Je vivais à Londres à l'époque et déjà j'écrivais des vannes et j'ai rencontré un mec là-bas qui m'a amené sur un boulot en France et j'ai rencontré un auteur qui a commencé à me faire comprendre que c'était un métier aussi. J'ai rencontré des humoristes, j'ai travaillé au Panama Café. Je travaillais en tant que serveur au Panama Café. En salle. Ouais, en salle. Ouais. Et le patron me disait mais il faut absolument que tu fasses de la scène. Donc moi, grosse frousse de la scène pendant un bon 10 piges. Et j'ai 10 ans. Non, mais ouais. Il a fallu 10 ans entre le moment où vous êtes arrivé là-bas et le moment où vous êtes monté sur scène. Ah ouais, non mais clairement. Moi je suis monté sur scène il y a 4 ans. Il y a 4 ans et ça faisait déjà depuis 17-18 ans que j'écrivais. Et il y a 4 ans, je suis monté sur scène parce qu'en fait, chaque fois je disais ouais je vais le faire. Et quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis dit bon, il y a eu un déclic, je me suis dit ouais c'est le moment quoi. C'est le moment parce que de toute façon là, t'auras plus tes soirées, donc ça peut être le bon argument pour sortir le soir. Pour justement, voilà, exactement. C'est écrit énormément de vannes pour les autres. Vous servez les autres avant vous ? Ouais, je préfère. Après même au foot, j'ai toujours préféré faire la passe décisive plutôt que marquer. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être de l'ego, le truc de se dire cette personne qui est très talentueuse a besoin de moi. C'est peut-être ça, hein, je sais pas encore. Je vais faire une vraie psychanalyse là-dessus, je pense. Mais j'ai toujours préféré ça. Et en montant sur scène, d'ailleurs, j'ai même pas ressenti le sentiment de plénitude que les artistes me racontent à chaque fois. Ouais, tu vas voir, c'est génial, les rires et tout. Ouais, j'ai kiffé, c'est cool la scène, mais je préfère écrire. En fait, je préfère écrire pour les autres. C'est pas un métier par défaut pour vous. Non, pas du tout. C'est pas le fait, voilà, t'attends ton tour en écrivant pour les autres. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en plus ça a été assez facile pour moi de monter sur scène, de jouer. J'ai eu plein de plateaux qui sont ouverts. Donc et puis le milieu, je le connaissais assez bien avant de monter sur scène. Donc pour moi, ça a été facile de jouer. Mais c'est vrai que en jouant, je me suis rendu compte que je préférais écrire pour les autres ou même écrire classique. Le roman, j'ai jamais pris autant de plaisir qu'en écrivant le roman. Est-ce que vous avez des exemples de vannes que vous avez écrites qui ont été mal interprétées ? Et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Ouais, Est-ce que c'est quand même un métier d'interpréter finalement des vannes qu'on vous écrit ? Ouais, c'est très. En fait, c'est très. Ça fait mal, mais si tu te dis, c'est du gâchis quoi. Tu la vois la vanne, tu sais comment tu t'avais visualisé comment elle doit ressortir et le rythme exact. Et quand elle sort pas comme ça fait chier, mais tu sais que c'est un travail. Qu'une vanne, elle se peaufine. C'est très rare les artistes qui arrivent sur scène et sur le premier coup, ils t'envoient le bon rythme. Et ceux qui sont comme ça, il y en a quelques-uns, et c'est des cracks. C'est des Rolls-Royce, quoi. Oui, mais il y en a. Enfin, pour citer que lui, moi, je suis assez pote en plus avec lui, mais Malik Bentala, c'est un mec, tu lui donnes une vanne, il va sur scène, il te la fait, mais ça y est, c'est bon. Enfin, c'est un génie, quoi. Vraiment pour ça, sur l'interprétation, sur la mémoire et tout ça. Enfin. Moi, faut que je relise un texte 70 fois avant qu'il rentre. Lui, c'est bon, il y va. Il y a des gens comme ça, c'est fait pour eux, quoi. La scène, c'est vraiment fait pour eux. Qu'est-ce que ça change d'écrire un livre quand on est auteur et dont c'est le métier ? Parce que quand on vous écoute, on vous dit finalement, il a pondu 500 pages, mais vraiment comme un entraînement. Alors, comme un muscle, finalement. En fait, c'est ça. C'est que je pense que c'est ces 15 ans d'écriture qui m'ont permis d'écrire aujourd'hui assez facilement, entre guillemets, ce bouquin. Parce que concrètement, en 3 mois, je l'ai vraiment plié. Mais vraiment en 3 mois. Tout le monde va être jaloux, là. Les gens qui vont vous écrire, vous dire attends. Non, mais en plus, ma femme qui est ici, elle est témoin. J'ai choisi d'en parler à visage découvert aujourd'hui. C'est sans la pression. Non, je l'ai vraiment fini assez rapidement. Mais je savais pas, moi, que je savais faire ça, en fait. Enfin, je savais faire ça, on verra en fonction de comment les gens vont l'apprécier ou pas. Mais quand je vois comment on m'a accueilli chez Lafon et les retours que j'ai, je savais pas que j'étais capable de faire ça parce que je me suis beaucoup interdit ça. Écrire un roman, pour moi, c'était quelque chose qui est... c'est pour les... Mais c'est parce que vous avez de l'entraînement. Oui, voilà, j'ai de l'entraînement. Par contre, en cours de littérature française, j'étais une pipe. Vraiment, moi, à l'école, j'étais nul. J'ai pas le bac, hein. La vérité, elle est là.
Mais mais en fait, c'est l'entraînement. C'est le fait de. Je suis parti sur le roman, mais à la base, le fait d'écrire tous les jours sur de la vanne, ça m'a permis de visualiser autrement les choses. Et vous n'avez pas le bac, mais vous voulez vous envoyer où, la conseillère d'orientation? Elle m'avait fait quoi? Non, ils m'ont foutu dans un STI, génie civil, un truc comme ça. Ouais. Je me suis retrouvé le matin avec des spatules et du ciment. Je fais, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai arrêté au bout de 2 mois, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et du coup, derrière, je crois que je suis parti en Angleterre, je joue un peu au foot, je fais plein de trucs. Mais ouais, c'est un peu chaotique. Vous avez une routine d'écriture? J'en ai eu une à un moment donné et je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin. Je pensais que j'avais besoin d'écrire la nuit. Au tout début, j'écrivais beaucoup la nuit. C'était un moment où je me sentais bien. Et depuis, on va dire, depuis que j'ai mes enfants, ça fait à peu près 4 ans. J'ai commencé je me suis adapté et maintenant j'écris un peu. Et vous écrivez sur quoi? Sur un portable, Alors sur ordi, beaucoup au téléphone. Par exemple, le bouquin, je l'ai beaucoup écrit au téléphone. Des fois, ça peut être en allant au travail. À un moment donné, je bossais à Boulogne, j'en avais pour 1h15 tous les matins. Pendant 1h15, j'étais sur mon téléphone et j'écrivais. Et le livre sort mercredi. L'amour, c'est surcoté. L'éditeur, c'est Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast et regarder la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM et passer un très bon dimanche.